Bonsoir à tous, si on peut dire. En l'occurrence, bienvenue donc pour cette rencontre avec Emmanuel Roudier ce soir. Emmanuel Roudier, aujourd'hui c'est presque un anniversaire de bande dessinée. Ben oui, parce que ça fait, c'était en octobre que le premier tome de Vohuna a été sorti en 2012. En 2002 oui. Oui, sinon c'est pas bon. En 2002, donc ça fait 11 ans que tu fais de la bande dessinée. Donc on va retracer un peu ton parcours. Sorti de l'école, je crois en 92, c'est à peu près ça. C'était l'école. Alors c'était l'ENSA à Marne, c'est les arts appliqués d'Olivier de Serres, à Paris. Voilà. Tu commences un petit peu dans l'illustration jeunesse et dans l'illustration notamment aussi pour les jeux, genre des cartes. Voilà. Et très vite, au final, ça t'amène vers l'illustration de jeux de rôle également. Ouais, absolument. En fait, au tout début, quand je sors de l'école, en fait, je commence par faire des trucs ingrats, genre des storyboards, un peu de pub, des choses qui très rapidement, comme ça, je sais ce que je veux plus faire. Et voilà, ça suffit de deux ans comme ça, et j'identifie très vite que je veux pas faire ça. Et donc, je pars vers de l'illustration, donc oui, jeunesse, tout ça, et puis jeux de rôle en fait. Au moment où je me rends compte que ce qui m'amuse vraiment, c'est d'être travailler dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. Ouais. Oui, et puis c'est sûr que le terrain du jeu de rôle est pas mal parce qu'au niveau de l'illustration, ça permet vraiment de créer des mondes. Ouais. Tu étais adepte des jeux de rôle, je crois. Oui, bah c'est ça en fait, c'est quelque chose que je veux pas. Les jeux de rôle, c'est des jeux auxquels je joue depuis que j'ai 10-12 ans. Donc c'est quelque chose que je connais bien et puis c'est un univers que j'avais envie d'investir en tant qu'artiste. Voilà, donc je me suis lancé dedans à fond. On peut dire que ça a marqué beaucoup ton œuvre en général. Après, à partir du moment, donc 2002, quand tu as commencé à être dans la bande dessinée, parce qu'au final, la plupart des bandes dessinées ou même albums jeunesse que tu as fait, c'est l'histoire de quête, quelque part. C'est vrai, ouais. Oui, c'est lié probablement effectivement voilà, on va dire à la façon dont fonctionnent les aventures en jeu de rôle. C'est plutôt en fait là où on retrouve, on va dire, l'influence des jeux de rôle peut-être, c'est rencontres. Voilà, c'est ça, c'est le fait que ça fonctionne souvent par petits groupes, c'est des groupes de personnages, d'aventuriers en fait, qui vont se rencontrer et qui vont œuvrer de manière collective. Pour des rejetés ou des choses comme ça, et ça les unit. Mais là, en l'occurrence, ça vient pas du jeu de rôle, c'est plutôt des techniques dramaturgiques, dans l'occurrence, que je mets en place. Après, il y a aussi, dans ma première série Vohuna, l'influence des jeux de rôle, elle est perceptible, enfin, pas forcément perceptible, mais moi, en tout cas, je me rends compte que le fait d'avoir grandi avec un imaginaire ou la magie, par exemple, puisque c'est des imaginaires de fantaisie, hein, on va dire, et du merveilleux, la magie est très présente. J'ai eu besoin, quand j'ai écrit mon premier scénario véritablement construit et structuré, j'ai eu besoin de ce recours au surnaturel pour me sentir pleinement à l'aise et pour laisser vraiment libre cours et débrider mon imaginaire. Sans quoi, les toutes premières versions que j'avais écrites, qui étaient strictement, on va dire, archéologiques et un peu pédagogiques, c'était sec comme un coup de trick et ça faisait pas vraiment, ça faisait pas rêver. En parlant de Vohuna justement, parce que c'est cette série avec laquelle tu commences en 2003, qui a été distinguée d'ailleurs à Angoulême avec le prix Baudouin-Leclerc, un prix qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui d'ailleurs. Si, mais il existe sous une autre forme. Et d'ailleurs, tu avais été sélectionné pour le prix de la ville de Sérignan à l'époque, en 2003, et tu étais venu en tant que jeune pour ta première année pour le prix de la ville qui décerne un prix aux jeunes dessinateurs aux jeunes illustrateurs pour leur première bande dessinée. Donc oui, la particularité de Vohuna, effectivement, c'est cette personnalité, cette femme très marquée physiquement parce qu'elle vient, des Néandertaliens, si je puis dire, et derrière, qui est très versée dans le chamanisme. Donc ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de prendre certains postulats dans cette bande dessinée qui t'aurait amené sur une narration peut-être difficile, tu as opté par un système magique, tu as amené grâce à un système magique la possibilité aux homo sapiens et aux néandertaliens et même avec les animaux de communiquer. Oui. Ça t'a préoccupé très tôt. Alors, dans ce que tu dis, en fait, on retrouve à la fois l'intention et l'artifice, on va dire.
L'intention, c'est effectivement de raconter une histoire où je montre que c'est une période qui n'est pas strictement une période de survie, de conflit et comment dire, de difficulté finalement voilà, à survivre dans un univers hostile. Une de mes intentions, c'était de montrer qu'à la préhistoire, contrairement aux idées reçues depuis le début, voilà, depuis le début de l'existence de cette science, et surtout de la vulgarisation de cette science préhistorique, en fait, on avait quand même on avait la possibilité de bien vivre. Et ça, on s'en est rendu compte dans le cours du XXe siècle. Donc mon idée, c'était de montrer que ces hommes préhistoriques ne vivaient pas dans le dénuement et que peut-être donc les hommes modernes, comme Chevalcarré, comme le héros de l'histoire, et les Néandertaliens, qui sont donc nos cousins, qui ont disparu, et ces deux peuples se sont rencontrés il y a environ, notamment en France, environ 30-40 000 ans, qu'ils avaient pu se rencontrer et puis coexister pacifiquement, en tout cas pas forcément avec une rivalité guerrière ou économique comme on a tenté de le faire croire à un moment donné. Donc l'idée c'était que de montrer qu'ils étaient, qu'ils pouvaient se côtoyer avec donc là une histoire d'amour en l'occurrence. Et les animaux c'était également important pour montrer que ces peuples préhistoriques vivaient pas dans un univers cloisonné entre ce qui constitue leur environnement ordinaire et puis un éventuel au-delà strictement abstrait, mais que donc, comme beaucoup de peuples premiers, ils vivent dans un espèce de monde où les esprits sont présents, un monde animiste finalement. Oui, mais c'est voilà. Comme des premiers temps. Et donc, alors l'artifice finalement, donc je me suis servi de cette magie pour raccourcir tout ça, parce que sinon c'était possible de le démontrer, mais là j'avais envie de donner un ton un petit peu de conte, un peu merveilleux. Et du coup, j'ai pris le parti de faire un sorte de fétiche qui permet à tous ces hommes, et ces femmes et ces animaux de communiquer. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, et c'est ce qui revient souvent dans tes bandes dessinées, c'est que tu spécules un petit peu sur le possible, mais pour autant, tu es très 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 documenté. Parce que ce qu'on peut voir et ce qu'on peut dire, c'est que la science entre-temps a donné raison à Emmanuel Roudier. Par exemple, il y a des découvertes récentes font que on considère que justement les Néandertaliens, enfin toute cette période et les personnages de l'Aurignacien avaient cette capacité. On vient de découvrir qu'ils avaient la capacité de communiquer justement. Oui, de communiquer, ça on le savait depuis un petit moment. Sur Néandertal, il y avait encore des doutes il y a quelques années, mais maintenant ça commence à être vraiment dissipé, puisque on a vraiment, on a effectivement toutes les preuves génétiques, ostéologiques, culturelles du fait qu'ils avaient un langage complexe, moderne finalement. Probablement que ce langage, d'ailleurs, il remonte à bien avant l'existence des Néandertaliens. Mais en tout cas, là maintenant, on commence à avoir des preuves sérieuses de ça. Donc, et après, oui, il y a des choses, il y a des postulats de départ qui se sont avérés. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il y ait une hybridation possible entre sapiens modernes, enfin donc nous, notre espèce, et l'homme de Néandertal qui a vécu ici. Pendant quelques temps, on a pensé que peut-être ils n'étaient pas interféconds, parce que c'était deux espèces très distinctes. Finalement, il apparaît qu'au moment, il y a un moment dans l'histoire où ils ont été interféconds, puisque on a tous en nous une petite partie de génome néandertalien, donc ça veut dire qu'il y a eu du métissage. Et donc ça, ça à l'époque où j'ai écrit Vohuna, c'était pas validé, on va dire. Donc il fallait prendre le parti de dire, je me lance. Alors c'est ça, pourquoi, peut-être pour expliquer un petit peu aux personnes qui sont présentes ici, pourquoi Vohuna est une actualité pour toi alors que c'est ta plus vieille bande dessinée. En fin de compte, c'est parce que c'était un cycle qui était inachevé. Tu avais commencé les 3 premiers tomes aux éditions Soleil, donc ton premier éditeur. Et bon, pour certaines raisons, on va dire que tu n'avais pas pu le finir là-bas, par choix personnel, ou d'un commun accord peut-être. On ne s'était pas entendu sur le contrat de la dernière album. Et donc par rapport à ça, c'est une série qui n'a pas eu de fin, comme on a pu d'ailleurs en trouver pas mal à cette époque-là d'ailleurs aux éditions Soleil. Pour autant, toi tu n'as pas lâché le morceau, si je puis dire. Tu as toujours eu la volonté, on se connaît bien, et tu as toujours eu la volonté de finir ce cycle. Et même, c'est un cap, un objectif pour toi. Oui, parce que c'est la toute première série, en fait, enfin série,
la toute première histoire que j'ai écrite, et que c'est celle-là qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée. Puisque l'envie de faire de la bande dessinée, elle est venue pour raconter des histoires. C'était pas spécialement au départ pour le plaisir de faire des petits dessins, c'était surtout pour raconter des histoires. Et quand on raconte une histoire, on veut qu'elle soit bouclée. Et donc, à partir du moment où je me suis dit, bon, on fera pas le tome 4 aux éditions Soleil, je me suis dit, bon, bah, je vais me donner les moyens, sereinement en prenant le temps, de boucler cette histoire dans de bonnes conditions, en faisant le livre éventuellement ailleurs, que j'ai toujours rêvé de faire. Et donc c'est pour ça qu'ensuite, bon, il a fallu un peu de temps, mais on a fini par, avec les éditions Errance, du coup, publier cette intégrale, donc en noir et blanc, comme je l'avais souhaité depuis très longtemps. Oui, mais enfin, tu t'es pas contenté de ça, parce que tu aurais pu simplement te contenter effectivement d'une intégrale en noir et blanc, c'est pas ce que tu as voulu. Parce que ce que tu as voulu, c'est quand même redonner une unité complète à ton œuvre, en adéquation avec ce tome 4 qui sortait, et d'ailleurs tu as pris un postulat très clair sur la bichromie. C'est une bichromie Oui, c'est une sorte de bichromie, c'est-à-dire c'est... oui, montrer, bah, oui. Donc c'est-à-dire que vous avez les planches en noir et blanc, et vous avez donc cette couleur ocre rouge qui court sur tout l'album, à la fois dans les marges bien sûr, mais aussi dans les détails. Dans certains détails. Alors on va retrouver souvent le feu, le sang, l'ocre rouge des peintures et tout ça. Donc c'est graphique, mais ça fait du sens également. Alors ça c'est graphique, mais avant tout, tu as carrément retravaillé le tome 1, 2 et 3. Oui, parce que c'est... Alors, oui, j'ai retravaillé un peu les dessins parce qu'il fallait qu'ils soient parfaitement adaptés au noir et blanc. Or, il n'était pas tout à fait au départ, même si je travaillais mes cases de manière très poussée. Mais il y avait quelques détails qui n'étaient pas finalisés pour le noir et blanc, parce qu'il y avait des ciels que je n'avais pas finalisés, par exemple. Donc ça je l'ai fait. J'ai repris quelques détails aussi, et surtout les textes, voilà. Des petits détails après, par exemple, au niveau du dessin, il y avait quelques petites erreurs, par exemple, à un moment donné, la mâchoire du rhinocéros laineux n'était pas parfaite, alors voilà, ça j'ai retravaillé. C'est le seul à pouvoir en juger ici, je pense. Et puis surtout, donc les textes, parce que les textes, il y avait quelques maladresses de jeunesse, notamment qui consistaient essentiellement à un peu trop de texte. Donc il a fallu que je synthétise tout ça. Et puis également, comme le format est légèrement plus petit, et ben, du coup on a dû réduire donc les planches, et il fallait donc que le lettrage soit très lisible. On a changé la police de caractère, et la police de caractère étant un peu plus grosse, il a fallu retravailler toutes les bulles de texte. Donc c'était un prétexte finalement pour retravailler et simplifier tous les textes et leur donner, conserver la même saveur, puisqu'il y a vraiment un langage qui est un peu particulier dans cette série-là, mais allégé. Comment ça se passe là? Tu commences en 2002 la bande dessinée, même 2011 donc au niveau du travail, puis tu reprends un travail que tu as fait il y a plus de 10 ans, ou 10 ans. Comment on sent qu'on a évolué? Est-ce que justement, il y a certains détails qu'on gomme parce qu'ils ont dit ah non, c'est pas possible. Comment on arrive à porter un regard, et surtout comment on arrive à se remettre dans 10 ans en arrière au niveau du dessin, alors que tu as quand même... Est-ce que tu considères que tu as évolué graphiquement? Est-ce que c'est plus sur la narration graphique que tu as évolué? Comment tu abordes ça? Au niveau du dessin, je ne me suis pas du tout posé la question de dire bon, je vais essayer de raccorder mon dessin avec celui d'il y a 10 ou enfin 8 ou 10 ans. Parce que là, je me suis dit, bon, bah, on ne peut pas forcer le style, il a évolué naturellement. Donc si je le force, si par exemple je m'interdis d'utiliser certaines techniques de grisé que j'utilise maintenant, voilà, ça va pas être plaisant. D'autant en plus que je savais que ça allait être publié en noir et blanc, et que donc du coup il faut tirer parti de ça, et donc donner plus de richesse à ce noir et blanc. Non, effectivement, c'est plutôt en fait là où j'ai vraiment évolué, et on le voit dans La Guerre du Feu, mais c'était aussi dans Néandertal, c'est sur le découpage. Le découpage qui était beaucoup plus classique finalement dans Gauda, même s'il y avait des cases à la coupe, on était beaucoup plus souvent sur du gaufrier, des choses comme ça. Et donc là, je suis revenu là, pour le coup essentiellement à ce type-là, puis je m'en suis affranchi finalement assez rapidement. Parce que comme le livre est long, finalement ça évolue tout doucement. Et en fait, les gens qui ne connaissaient pas la série avant, ou même ceux qui la connaissaient, ils ne sont pas du tout gênés par cette transition, d'ailleurs qui est fluide, parce qu'en plus il y a eu quelques pages du 4e chapitre qui avaient été faites à l'époque, donc en 2005.
Donc finalement, il y avait même des pages qui avaient été crayonnées, mais pas ancrées. Donc quand j'ai repris le travail donc en 2012 pour le 4e chapitre, je me suis retrouvé à ancrer des planches que j'avais crayonnées, voilà, donc 6, non, 8 ans avant, quoi. Presque. Oui, donc effectivement, tu as été quand même obligé au niveau de la narration, tu dis, de réépouser un petit peu ce qu'on appelle le gaufrier, hein, pour les débutants. Ouais, et derrière, pour autant, ben, c'est sûr que quand on regarde tes nouvelles BD, on en parlera tout à l'heure, quand on viendra à la guerre du feu, on va y aller doucement quand même. Sûr, c'est sûr que tu t'es bien lâché hein. Dans la guerre du feu, il y a des doubles pages là, ou même, bon, on y reviendra tout à l'heure. Donc Vouna, c'est un cycle qui est fini. Qu'est-ce que ça a fait, une histoire qu'on finit au bout de 10 ans? Comment on se sent derrière ça? Ça fait vraiment plaisir. D'autant que là, comme je disais, en fait, c'était voilà, c'est quand même le bébé que je porte depuis très longtemps. Et pour moi, c'est quand même l'histoire la plus importante que j'ai conçue sur la préhistoire. C'est l'album, c'est le récit le plus à propos. Comment dire, c'est dans ce récit-là que je dis le plus de choses sur la préhistoire telles que j'ai envie de les raconter, ces choses-là. Sur justement le métissage entre Néandertal et Sapiens, la façon de vivre la préhistoire, sur la perméabilité entre le monde des esprits et le monde naturel, sur le respect le respect envers les animaux, la nature, tout ça. Et voilà, donc c'est là où c'est le plus à thèse, on va dire. Donc le fait de boucler cette série-là, ça m'a fait un bien fou. D'autant que ça faisait un moment que ça traînait, que c'était inachevé, c'est comme une espèce de fantôme que j'avais dans le dos, quoi, tant que c'était pas fini. Donc il y a eu un moment comme ça d'accomplissement, surtout quand l'album je l'ai vu arriver et qu'il était vraiment aussi beau, plus beau que d'ailleurs que ce que j'avais prévu au départ, hein, parce que là vraiment on a eu l'aide avec Errance du directeur artistique d'Actes Sud BD, hein, qui est Thomas Gabizon, qui nous a bien aidé. Il a eu plein d'idées hyper enrichissantes pour cet album-là, et donc on a à l'arrivée un objet qui est juste parfait, quoi. C'est pas tout à fait fou. C'est l'auteur qui est content, hein. Non mais c'est vrai, après par exemple, quand je me rappelle quand j'avais reçu le premier tome de Vouna à l'époque en 2002, je l'avais ouvert, donc j'étais un petit peu fébrile, quoi. Et je l'avais ouvert, je suis parce que les couleurs, ça allait pas, quoi. C'était difficile de régler les couleurs, c'était mon premier album. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, parce que c'est important, c'est que Emmanuel Roudier, de sa première bande dessinée jusqu'à la guerre du feu, mais pas la guerre du feu, il réalisait le scénario, l'illustration, enfin la narration, l'illustration, même le lettrage, quoi, non oui, le lettrage aussi. Le lettrage et les couleurs, et toi tu travaillais en couleurs traditionnelles. Ouais. Hein. Donc ça veut dire qu'il coloriait. Le couleur traditionnelle, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, je travaillais pas, les couleurs n'étaient pas faites sur informatique, elles n'étaient pas faites sur ordinateur. C'était simplement, en fait, il y avait un tirage sur papier des planches, parce que moi je travaille, les planches sont à très grand format. Donc elles sont tirées au format de parution, elles étaient tirées au format de parution, et puis ensuite elles étaient peintes par mes soins, à l'acrylique, à l'aquarelle, et ensuite ça c'était scanné. Voilà, c'était la mode, mais il n'y a plus beaucoup de gens qui travaillent comme ça. De moins en moins, mais ça reste toujours aussi intéressant. C'est quoi le clou au final, la couleur traditionnelle? Non, c'est vrai, moi je trouve ça passionnant. Ouais. Derrière, donc effectivement, ce projet qu'on sent, Vouna, le 4 qui ne sortira pas, tu es obligé de changer ton fusil d'épaule pour une autre série donc, qui sera Néandertal dans le temps, et que tu proposes donc aux éditions, à plusieurs éditeurs, et qui c'est qui te répond? C'est Delcourt. Il y en a plusieurs qui me répondent. En fait, au départ, finalement, c'était même une demande si je me rappelle bien, c'était une demande en fait de Glénat, d'ailleurs, il me semble, qui avait envie, je crois, de mon souvenir, qui avait envie de relancer plus ou moins la collection Vécu. Et un ami qui travaille là-bas m'avait demandé s'il n'y avait peut-être pas un projet. Et donc, j'avais ce projet dans ma manche. Donc, je l'ai présenté à pas mal d'éditeurs, puis j'ai eu plusieurs propositions, et les plus intéressantes c'était celle de Glénat et de Delcourt, et je me suis senti très bien avec Delcourt quand je les ai rencontrés, les gens de chez Delcourt lui-même, Guy Delcourt lui-même d'ailleurs, on s'est très bien entendu, et donc on a décidé de bosser ensemble. Voilà. C'est, si je puis dire, la série en 3 tomes où tu as le plus,
Assouvie ta soif de préhistoire peut-être. Parce que c'est peut-être celle qui est la plus documentée au final. Moi je vois déjà, à peine on ouvre la... Peut-être tu n'as pas le même avis. À peine on ouvre la première page, vous avez cette espèce d'un gaufrier parfait de 9 cases là. On peut pas faire mieux. Ah si, un petit luxe ici. Un gaufrier... En fait, sur une base de 12 normalement. Quoi. Et en fait, il n'y a pas de texte sur ces 9 premières phrases, à part Lagou, le personnage qui parle à la fin. Mais c'est exactement, si vous faites attention, les signes parfaits de la découpe du silex. Et bon, il n'y était pas quand même quand il... Non. Tu ne viens pas de la préhistoire quand même. Non, mais heureusement, il y a des gens qui savent tailler le silex aussi bien qu'à l'époque. Enfin, aussi bien, je sais pas, mais qui savent tailler le silex de manière convaincante. Non, alors oui, c'est vrai que là, alors, ça, en fait, c'est le fait que ce soit plus documenté. Je pense que tu peux dire que c'est plus documenté. Le fait que ce soit plus documenté, finalement, ça vient d'un truc tout simple. C'est que, par exemple, j'ai pas recours du tout à la magie dans Néandertal. Voilà. On est plus terre à terre parce qu'il y a moins de magie, on est plus sur l'aventure peut-être. On est plus sur des ressorts tout à fait humains. C'est donc les gestes du quotidien qui ressortent. Voilà, en fait, c'est finalement tout ce qui va faire, comment dire, les capacités de ces hommes de Néandertal, et concrètes, quoi, qui vont aider le héros, qui est Lagou. Donc par exemple, au début, il va falloir qu'on voit qu'il est très habile tailleur de silex. Et donc... Lagou, c'est un boiteux, hein, on peut dire ça. Là aussi, c'est un estropié. Comme dans Vohuna, justement, j'ai voulu prendre le contre-pied des classiques. Le classique, c'est d'avoir une belle femme de Cro-Magnon extrêmement élégante, etc., qui s'amourache éventuellement d'un homme de Néandertal robuste et sauvage. Là, je voulais prendre le contre-pied, donc en faisant l'inverse. Et donc j'ai fait un bel homme de Cro-Magnon et une belle néandertalienne. Dans Néandertal, mon contre-pied, c'était justement, puisque l'idée c'est de raconter les Néandertaliens à travers la quête d'un jeune homme. Donc raconter toute cette culture à travers une aventure. Et donc l'idée, puisque je voulais aller à l'encontre des idées reçues, c'était que le protagoniste emblématique de cette histoire soit justement pas celui qu'on imaginerait être l'homme préhistorique archétypal. Donc il n'est pas costaud, il n'a pas de massue, il est boiteux, etc. Et il est gentil. Voilà. Il est gentil. Et ça existait déjà. Voilà. Et donc c'est ce boiteux. Alors, il faut qu'on découvre toutes ses compétences. Et sa plus grande compétence, finalement, c'est pas vraiment son savoir-faire artisanal, c'est qu'il va faire alliance avec les autres. Et c'est peut-être ce qui a fait défaut d'ailleurs aux Néandertaliens, on ne sait pas trop. Peut-être une des raisons pour lesquelles ils ont disparu, c'est justement le manque de maillage social. Peut-être que c'est éventuellement une des options. Et lui, justement, la quête de ce personnage-là, qui est accessoire, parce que sa vraie quête au départ, ça va être de venger son père, son frère, mais en fait, le véritable moyen qui va lui donner la possibilité de réussir, ça va être de créer ses alliances et tout ça. Oui, alors moi c'est vrai que je parlerai du côté documenté, mais c'est parce que tu t'es associé avec certaines personnes pour avoir justement des détails. On peut peut-être parler de Florent. Par exemple, Florent, oui. Florent Rivière, comment le définir, Florent? Un magicien peut-être. Pourtant, justement, il est plutôt terre à terre. Quand on lui donne de silex, oui. En 3 secondes, il allume du feu avec de la paille devant vous. Il a monté un paléolithique, je crois, dans l'Ariège. Hein. Il a réouvert un nouveau parc. Enfin, il y a un parc qui avait été ouvert il y a quelques années, mais qui était moins bien d'ailleurs. Et maintenant, il a fait quelque chose de vraiment super qui s'appelle le parc Exploria, qui est consacré à l'évolution. Mais alors pas que aux hommes préhistoriques, mais vraiment à toute l'évolution depuis les origines de la vie sur Terre. Donc, ce qui était intéressant, moi je me rappelle Emmanuel amène un blog qui est très intéressant parce qu'il traduit un petit peu les caps d'avancée de cette bande dessinée. Le suivre est intéressant parce qu'on retrouve des planches ancrées, où on voit comment il travaille, les différentes techniques. Par exemple, Néandertal, moi je me rappelle très bien, où on voit les premières propositions de couverture que tu avais fait. Il y a 3 propositions et je suis mécontent qu'il y en ait une qui depuis le début, qui n'ait jamais vu le jour. Mais Delcourt avait des bons arguments, effectivement. C'est un profil néandertalien très marqué.
mais ça correspondait au titre. Derrière, ce qui est intéressant dans ce blog, c'est justement qu'on voit, on voit Florent et lui dans ton jardin, je crois, en train de tailler des silex bêtement. Et ça doit être pour le tome 2 au final. Et l'un dans l'autre, ils n'ont pas fait bien attention. Manu a dessiné par rapport à ses photos. Moi, je me suis amusé à reconstituer, vous pouvez le voir sur le Facebook de la médiathèque. D'ailleurs, ces photos, les rassembler comme des cases carrées, et je les ai comparées avec la page d'illustration, on se rend compte qu'ils sont exactement dans la même attitude. Bah oui. Alors que tu n'as pas forcément copié les... non, un petit peu l'attitude, ce que tu cherchais, c'était le bon geste. Le bon geste, mais si on peut dire. Parce que j'en ai fait 500 ou 600 des photos. Donc quand j'ai repéré les bonnes, alors là je me cale, alors je modifie légèrement parce que des fois il y a des angles qui ne sont pas forcément parfaits, etc. Mais quand j'ai le bon geste et le bon cadrage, je garde, et donc du coup j'enlève les chaussures, je gonfle un peu l'épaisseur des mollets, et puis voilà. Mais du coup c'est vrai que ça c'était chouette d'avoir cette possibilité de faire ça avec Florent, parce qu'il est effectivement très très habile. Surtout, il connaît bien les gestes préhistoriques. Et il a un espèce de savoir-faire concret comme ça qui est... Parce qu'il est... Ouais, non, il a quand même beaucoup travaillé. Mais du coup, c'est porteur non seulement de le voir faire, puis de discuter un petit peu avec lui, parce qu'il donne des idées aussi, juste en discutant. Oui, et puis il ne faut pas que quand il ouvre le coffre de sa voiture, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on peut trouver dans des os de mammouth, des peaux de loup, des choses comme ça. Avec des certificats, je veux dire, c'est pas un braconnier. Voilà. Bon, donc cette aventure en 3 tomes. Néandertal, si tu devais en dire quelque chose, qu'est-ce que tu en dirais? C'est pas forcément la série que tu vantes le plus, peut-être. Si, c'est-à-dire que c'est une série qui est très importante pour moi aussi, parce que ça comble un vide que je ressentais dans Vouna, qui était que je me rendais compte au fur et à mesure du fait que j'avançais dans Vouna, que finalement, j'étais quand même... les Néandertaliens, on ne les voyait pas beaucoup finalement. Et surtout, on voyait essentiellement donc, les Vouna, l'héroïne, donc cette chamane, et puis le méchant, qui est aussi un Néandertalien. Donc c'était à travers 2 personnages extrêmement... d'abord tous les 2 flirtant avec les esprits, etc. Et puis, finalement, il n'exprimait pas vraiment la culture néandertalienne complètement. Donc j'avais envie vraiment de faire une série qui allait en parler, mais sans didactisme, sans lourdingue, juste avec une aventure, mais où les points de repère de cette aventure, ce serait à chaque fois des points de repère culturels. Mais il ne faut pas qu'on se rende compte de manière fastidieuse. Il fallait que ce soit fluide. Mais moi, je savais par quelles étapes il fallait que l'histoire passe pour vraiment présenter tous ces petits détails croustillants, quoi. Donc non, c'est une série qui me tient vraiment à cœur. C'est celle que j'ai sans doute le plus construit de manière raisonnée. Parce que Vouna, c'est quand même très... j'en ai fait plein de versions, mais c'était quelque chose de... Je me suis laissé un peu aller au fil de la plume. Néandertal, je l'ai vraiment construit de manière beaucoup plus rationnelle. Et donc, c'est plus ciselé, on va dire. À mon avis, l'intrigue... Elle est un peu plus articulée, plus ciselée. Ceci étant, donc il y a un parallèle en fait entre finalement ces trois bouquins, même La Guerre du Feu. Mis à part toi et que ça parle de préhistoire. Ouais. Il y a dans la structuration des récits, c'est que ces trois histoires, elles sont structurées comme des contes. Et pour te dire en fait. Moi, je m'inspire beaucoup du travail, justement, c'est pas un travail, je m'inspire beaucoup des contes traditionnels. Voilà. Et par exemple, pour arriver à des structures d'histoire vraiment anciennes, qu'on sente quelque chose de très archaïque. C'est un peu le parallèle que je faisais tout à l'heure quand je te parlais de Kate, parce qu'effectivement, la rotondité du conte, c'est-à-dire on part en chemin, le petit chapeau rouge en bas, et puis finit à la maison. Oui. Ça, c'est un conte. Parce que ça veut dire que la boucle est bouclée, quoi. Oui, puis en fait, c'est un prototype d'histoire très classique, mais qui fonctionne bien. C'est ce que Campbell appelle le voyage du héros, et qui a inspiré George Lucas pour Star Wars, par exemple. Voilà, c'est l'archétype de l'histoire, avec... mais d'ailleurs, qu'on peut mettre à toutes les sauces, finalement, mais ça se déguise. Là, en fait, moi, je m'inspire beaucoup des contes russes, vraiment que j'adore. Alors, c'était amusant parce que Néandertal, il est structuré sur une des versions de l'oiseau de feu. Et au départ, même si finalement,
c'est très interprété après. Donc finalement, c'est juste une base pour moi pour me permettre d'évoluer ensuite. Et c'était amusant parce que en travaillant justement, en épurant cette structure de compte,